Cette soirée, c'est un anniversaire, figurez-vous. C'est pas le mien, mais c'est un anniversaire il y a 6 ans. Il y avait une petite association qui s'appelle Génération Future qui avait eu l'idée incongrue d'aller acheter des bouteilles, enfin faire acheter des bouteilles par un huissier chez les cavistes, pas chez les bons cavistes comme ça, mais chez des roturiers, et qui avait analysé les vins. Et ils se sont aperçus que les doses de résidus de pesticides, les doses moyennes, étaient 3000 fois supérieures à ce qui est autorisé pour l'eau potable, dans les vins du monde entier, plus particulièrement des vins français. Donc, mais alors, il y a une particularité en France, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de norme pour le vin. Il y a une norme pour l'eau, mais pas pour le vin. Donc, si ces bouteilles avaient été de l'eau, vous n'auriez pas pu les boire, mais là, comme c'est du vin, vous avez le droit. Donc, depuis, évidemment, on conseille à nos clients de ne pas boire autre chose que des vins, que du bio, on va dire. Mais nous-mêmes, ça nous avait choqués, si vous voulez, parce que on imaginait qu'il y avait des résidus. Mais 3000 fois ce qui est autorisé pour l'eau potable, c'était pour nous une révélation. Donc on avait pris la décision avec Richard Leroy, que vous allez recevoir bientôt, avec Philippe Gourdon, dont vous allez goûter le vin là, avec Guy Bossard, qui est un très très proche ami, vous le savez, de faire des soirées comme ça pour avertir les gens. Ceci dit, dans l'intervalle, si vous voulez, il s'est passé une sorte de miracle. C'est que on a assisté depuis ces révélations de résidus de pesticides à ce que les vignerons les plus sérieux en France se disent bon, 3000 fois, c'est pas possible de réduire, même si on en met la moitié, le quart, le dixième, on n'arrivera jamais à être dans les clous. Et il y a 6 ans, ces analyses étaient passées à peu près inaperçues parce que l'INAO et toute la profession a mis une chape de plomb là-dessus pour pas que ça soit diffusé. Mais les journalistes sont têtus, vous savez, quelquefois, et donc les types se sont dit, bon, un jour ou l'autre, ça va ressortir, et ça sera amplifié. Depuis, on assiste à des conversions en masse dans chaque région viticole. Donc, chez nous, par exemple, l'année dernière, il y a 12 domaines de 35 hectares qui sont passés en bio. Et avant-hier, il y en a 2 autres de 40 hectares qui viennent de passer en bio aussi. Et maintenant, on arrive à avoir une sorte de point d'équilibre, de point de bascule plutôt. C'est-à-dire que tous les grands domaines chez nous, sauf encore 2 ou 3, sont maintenant en bio. Et ces domaines-là, en Anjou, qui est une région un petit peu reculée, c'est eux qui font un petit peu, pas la loi, mais c'est eux qui montrent l'exemple. Donc on a espoir que dans les toutes prochaines années, il y ait vraiment un raz-de-marée de conversion. Et voilà. Alors on a beaucoup d'espoir. Et il y a un phénomène, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent, mais il y en a un qui est très curieux, c'est que quand un type qui était en chimie passe en bio, il devient plus intégriste que nous. C'est-à-dire que la première chose qu'il fait, c'est pourrir tous ses collègues autour pour dire attention, moi c'est plus avec eux. Hein. Donc on arrive à avoir une sorte de recrutement automatique de combattants de premier ordre qui nous aident dans notre combat. Et du coup, nous, on peut être un petit peu en retrait, ça nous permet de nous occuper d'autres choses dont Didier vous a parlé, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, surtout trois axes fondamentaux. Essayer d'installer le maximum de jeunes possible et de les aider dans la mesure de mes capacités. Essayer de refaire monter la notoriété de la région, parce qu'il y a 20 ans, c'était abominable. Et maintenant, on commence à avoir une quarantaine de vignerons qui font de la qualité. Il y a 25 ans, le Languedoc, c'était les 300 hectares en plaine, c'était l'abomination. Il y a eu une cinquantaine de vignerons qui sont arrivés, des personnalités assez fortes, et ils ont réussi à 5 ans à faire changer l'image de toute la région. Maintenant, quand vous parlez des vins du Languedoc aux États-Unis ou au Japon, on pense à Olivier Julien, à Sylvain Faga, à des gens comme ça, et pas à tous les autres qui font encore des vins très moyens. Donc on est en train d'arriver à ça, mais on a une petite particularité parce que sur les 40 vignerons sérieux chez nous, il y en a 36 qui viennent d'autres métiers, d'autres régions, et qui étaient donc consommateurs avant. Donc la moindre des choses, c'est de ne pas renier ce qu'on était, et donc on a décidé avec Richard Leroy et Stéphane Bernaudot notamment, qui sont, on est 3 ou 4 à ne pas avoir de vin à vendre. C'est pas encore la majorité, mais ça va venir. Et donc on a décidé de ne jamais augmenter le prix des vins. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, même 15,
qu'on vend les vins à un certain prix, et on n'augmentera pas pendant les 10 ans qui viennent. Et ça, dans l'histoire de la vigne et du vin, c'est absolument unique. Quand vous avez une appellation qui commence à devenir, entre guillemets, célèbre, les vignerons, systématiquement, tous, augmentent le prix des vins et les rendements. Et évidemment, les deux choses ne vont pas de pair. C'est-à-dire qu'à un moment, le rendement devient excessif, la qualité du vin devient médiocre, et les consommateurs disent, enfin, vous foutez de nous. Ça, c'est une histoire aussi très amusante parce que c'est un copain qui est dans le village. Enfin, maintenant, c'est un copain. Alors lui, il a 55 hectares. Donc c'est un domaine énorme. Famille angevine depuis plusieurs générations. Conseiller municipal dans mon village. Enfin, vraiment, c'est l'angevin parfait, quoi. Et lui, il est passé en bio il y a 7 ans maintenant. Alors depuis dans le village, c'est lui le traître, si vous voulez. Puisque moi, tout le monde me laisse tranquille. C'est lui qui se tape tous les colibés de tous ses copains parce que jusqu'à présent, ils disent ah bah oui, Angéline, il arrive parce qu'il n'a pas beaucoup de vignes. Bon. Mais là, 55 hectares, c'est vrai, c'est un des plus gros domaines dans le coin. Et c'est extrêmement courageux de passer en bio sur une telle superficie. Parce que ça veut dire d'embaucher beaucoup de monde pour faire le boulot, parce que les deux métiers sont complètement différents. Quand il y a un vigneron en chimie qui vient me parler, on n'a rien à se dire. C'est pas du tout le même travail. Moi j'ai 7 hectares de vignes. Si je désherbais chimiquement, ça me prendrait 2 jours par an. Là, en labourant, ça prend 2 mois. Donc c'est pas du tout le même travail. Et désherber chimiquement, vous êtes sur le tracteur et puis vous avancez comme ça. Désherber en labourant, il faut être derrière le cheval ou derrière le tracteur. C'est pas du tout le même métier. Donc, prendre l'engagement de passer en bio sur 55 hectares, c'est quelque chose de vraiment phénoménal. En plus, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très... c'est pas un petit peu expansif, il est très discret, mais il est très ouvert, et il fait un boulot énorme au point de vue de la conversion des autres domaines. Parce que lui, c'est l'exemple, c'est vraiment le modèle. C'est-à-dire que gros domaine, angevin de souche, et il y arrive. Donc, en grande partie, les vignerons dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont passés en bio depuis 2-3 ans, c'est, je pense, en grande partie grâce à lui. En plus, comme il aime bien faire les choses jusqu'au bout, il fait 3 vins sans soufre, ce qui est, sur des volumes comme ça, extrêmement risqué et extrêmement donc courageux. Donc l'origine de l'AOC, c'est juste avant guerre. Ça a commencé par la première appellation, c'était Château Chalon, et ensuite toutes les autres appellations historiques ont demandé à être reconnues. Ça a été fait dans les années 50-60. Mais au départ, si vous voulez, l'AOC c'est quoi? On vous sort ça, l'AOC, bon. C'est la reconnaissance, le constat d'un lieu inimitable. Ça veut dire que l'alliance d'un cépage, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est les arrière. Ça fait un certain moment qu'il y a du cheval, oui, les Romains en fait, ou les Gallo-Romains, je sais pas. On choisit un cépage à un endroit précis, ils en ont certainement essayé plusieurs d'abord. Un climat, donc une année précise, et non pas un sol, mais un sous-sol. Parce que normalement, les racines des vignes sont dans le sous-sol. Avec les vignes désherbées, les racines sont dans les 25 premiers centimètres du sol. Donc déjà, une vigne qui est désherbée ne devrait pas avoir droit à la hausse, puisque c'est pas là que se situe le terroir. La notion de terroir. Donc à partir de là, vous avez trois facteurs essentiels, mais il faut y adjoindre aussi une des caractéristiques du millésime, que sont les levures. Les levures que vous avez sur les raisins, qui sont naturellement présentes, devraient être incluses dans la notion d'AOC. C'est-à-dire qu'une année, vous allez avoir des levures particulières sur une parcelle, qui seront différentes d'une autre parcelle, et l'année d'après, ça sera différent. Donc, les levures qui sont sur le raisin devraient être impérativement incluses dans la notion d'AOC. Mais 80% des vins d'AOC sont chaptalisés et levurés, avec des levures du commerce qui sont les mêmes pour le monde entier. Donc ça ne devrait pas exister. Pour moi, l'AOC, comme c'était à la base, l'idée de l'AOC, le constat d'un lieu inimitable, c'est une idée merveilleuse, mais ça a été complètement dévoyé par les hommes.
C'est-à-dire que les vignerons se sont dit, bon, ben, c'est bien beau ça, mais nous, il faut qu'on fasse du pognon. Donc, on va augmenter les rendements qui sont autorisés. Et on est passé de 30 hectares au départ à 60 ou 70 maintenant. Donc, à 70 hectares, c'est impossible, mais absolument impossible de révéler c'est-à-dire de faire un vin qui est le constat d'un lieu inimitable. Donc, vous pouvez déduire que les vins qui sont désherbés, les vignes qui sont désherbées, les vins qui sont chaptalisés, levurés et produits à 60 hectares, aucun ne devra avoir l'AOC. Or, ils l'ont systématiquement tous. Voilà. 2012-2013, c'est 2 années vraiment inédites. On n'a jamais eu ça depuis des lustres. 2012, il a fait un temps abominable cette année, il n'y a plus toute l'année. Donc, dans ces années-là, on a toujours beaucoup d'acidité parce que les vins ont du mal à brûler leur acidité pendant l'été. En général, le soleil brûle l'acidité des raisins. Et là, 2012, il a plu toute l'année, c'est pas difficile, même pendant les vendanges. Et on a eu 2 semaines de beau temps. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une semaine, c'était donc toute fin septembre, où il était annoncé une tempête abominable, enfin un truc. Bon. Et quelques vignerons, on est vraiment très très peu, à avoir ramassé la semaine d'avant. Et tout le monde disait, mais non, c'est trop acide, ce sera imbuvable et tout. Et bien non, en fait, pas du tout. Parce qu'avec un élevage sur 15 mois, les élevages en barrique gomment justement cette acidité. Et on se retrouve avec des vins qui sont parfaits pour certains plats qui nécessitent une acidité forte. 2011, par exemple, sur les Varennes des Trois Jeunes ou sur la Varenne de Combre de Vaillant, vous voyez, il y a beaucoup plus de rondeur, de gras, etc. C'est une année qui était... 2011, c'était très facile. Des années comme ça, on se prend pour... on se croirait à la plage, quoi. Presque rien à faire si on exagère un peu. Et 2013, bon, moi, je ne sais pas s'il y a besoin de vous parler de 2013, c'est l'année où il va y avoir beaucoup de suicides de vignerons. Parce que là, c'était vraiment insupportable, quoi. On n'a pas eu de printemps, on a eu un hiver qui s'est prolongé jusqu'à fin juin, et puis tout de suite un été pendant 2 mois, et puis l'automne à partir de la mi-septembre. Donc des conditions totalement inédites, et là c'est dans toute la France. D'habitude, vous savez, il y a des différences entre les régions. Là, c'est vraiment toute la France qui a dégusté. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de faillites cette année, parce qu'il y a des régions comme le Muscadet qui sont déjà sinistrées. Et là, c'est le coup de grâce. Chez nous, c'est pareil. Il va y avoir certainement beaucoup de vignes à vendre. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour vous donner la raison pour laquelle on a beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous, on a une particularité qu'on partage avec le Roussillon. 1 hectare de vigne chez nous, ça vaut, on va dire, 10 000 euros hectare, et on arrive à négocier à 8 000. Bon. En Champagne, c'est 1 million d'euros l'hectare. Donc évidemment, il y a peu de jeunes en Champagne, mais on a beaucoup chez nous qui arrivent pour s'installer. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi à propos de l'AOC, parce que vous avez vu, sur les 4 vins blancs, il y en a 3 qui sont en vin de France. Le vin de France, c'est ce qui était auparavant appelé vin de table, c'est-à-dire normalement l'échelle la plus basse. Mais il se trouve qu'en vin de table ou en vin de France, on a interdiction de chaptaliser. Alors qu'en AOC, non seulement c'est toléré, mais c'est même largement autorisé. C'est le contraire en Allemagne. Les vins de table en Allemagne peuvent chaptaliser, mais par contre pas les AOC. Ça me paraît beaucoup plus logique. Et donc, comme le système fonctionne à l'envers chez nous, on a décidé de fonctionner nous aussi à l'envers, et donc de se retrouver à l'endroit. Parce que... Il y a une difficulté à comprendre. Je vais vous expliquer, c'est très simple. L'AOC en France, c'est les Français qui ont inventé l'AOC. Enfin, c'est les moines cisterciens en Bourgogne qui ont inventé l'AOC. Ils goûtaient non pas les vins, mais ils goûtaient la terre. Et selon le goût de la terre, ils disaient, bah tiens, là c'est le Ligny Montrachet, Clairvoyant, là c'est les Pucelles, là c'est... etc. Et donc c'est le génie de ces moines qui ont réussi, en goûtant la terre, à déterminer les terroirs en Bourgogne. C'est l'exemple absolu d'une détermination parfaite de ce que devraient être les AOC en France. Donc, beaucoup de vignerons, dont Richard Leroy, que vous allez recevoir aussi,
aussi, dans toutes les régions viticoles, passent tous systématiquement maintenant en vin de France. Parce que c'est le moyen de protester, en payant moins de cotisations maintenant, à tous les organismes parasites qu'il peut y avoir dans ce métier, le moyen de protester en disant c'est vous qui avez tort. Et donc, comme on ne peut pas faire un procès à l'INAO parce qu'ils sont pro-laxistes, on se met en vin de France, et ça, dans notre région particulièrement, ça commence à ridiculiser ceux qui sont en AOC et qui ont possibilité de chaptaliser, de rajouter de l'acide tartrique. Il y a je ne sais plus combien, 130 produits qui sont autorisés en œnologie, alors que notre but à nous, c'est de ne rien mettre, hormis pour certains vins, quand c'est nécessaire, un petit peu de soufre. Le problème du soufre, c'est un problème intéressant parce que vous avez toujours les deux aspects. Alors vous avez, quand vous parlez à un vigneron du soufre, il va vous dire c'est un antioxydant extraordinaire, c'est un antilevurien fabuleux et c'est un antibactérien miraculeux. Donc c'est un produit indispensable. Si vous regardez sur un codex œnologique, vous avez écrit toxique puissant. Donc ça vous donne la balance entre les deux versions. Et moi j'ai plutôt tendance à croire la seconde. Et donc ça fait 10 ans qu'on fait des essais pour mettre un soufre naturel, du soufre volcanique en fait. Parce que tous les soufres du commerce sont pétrochimiques. Donc intuitivement, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, c'est sûrement mieux de mettre du soufre volcanique que du soufre pétrochimique. L'intuition est vérifiée parce qu'il se trouve que quand on fouille un petit peu à l'INRA, on se rend compte qu'il y a des spécialistes, alors vous savez, il y a beaucoup de spécialistes à l'INRA de tout, et, comme le CNRS. Et donc, on a réussi à tirer les verres du nez à un spécialiste qui nous a dit oui, le soufre volcanique, c'est beaucoup plus efficace que le soufre pétrochimique. Donc, ce que intuitivement on imaginait se vérifie dans les faits, puisque depuis qu'on utilise du soufre volcanique, on a pu baisser les doses, diviser les doses par 3. Donc, pour vous donner les chiffres, parce que c'est ça qui est intéressant, ce qui est autorisé, par exemple, par la loi pour un vin blanc sec, en maximum autorisé, c'est 210 mg par litre. Ce qui est autorisé en biodynamie, c'est 100. Et ce que nous, on met maintenant, c'est entre 20 et 25. Quelquefois, moins. Et donc, les recherches, maintenant, se focalisent sur ce soufre volcanique parce qu'on s'aperçoit que, dans une certaine mesure, je ne dis pas toujours, mais dans une certaine mesure, ce n'est pas la dose qui est importante, c'est le fait de mettre ce soufre-là. Donc, sur certains vins, le fait de mettre 5 mg, ça suffit pour protéger le vin. Par contre, ça n'a pas les inconvénients des vins sans soufre, totalement sans soufre, parce que certains vins sans soufre sont faits un petit peu, comment dire, enfin, l'étiquette indique vin sans soufre. Vous voyez ce que je veux dire? Le but commercial, c'est de dire j'ai pas mis de soufre. Simplement, très souvent, le vin est oxydé et donc imbuvable. Moi, pour moi, le but, c'est d'arriver à ce but-là, mais en mettant peut-être 1 milligramme, rien du tout, mais que le vin soit protégé. Parce que maintenant, les vins sont exportés dans le monde entier, dans notre région, enfin pour les plus sérieux d'entre nous en tout cas. Et donc, il est impératif que les vins arrivent en bon état. À quel moment? Oui. Uniquement dans la mise ou un petit peu pendant les fermentations? Non, jamais pendant les fermentations. C'est toujours pour ce qui me concerne au soutirage. C'est-à-dire au bout d'un an. Une fois au soutirage, c'est tout. Donc c'est à nous à déterminer, et c'est pas toujours évident, la dose qu'on va mettre, justement, selon le millésime, selon la tenue du vin à l'air. J'ai pendant une période qui se situe entre 1999 et 2002, j'avais tendance à mettre pas assez de soufre. Donc il y a 3 millésimes où les vins sont à boire très vite sur des plats bien consistants pour pas qu'on voit qu'ils sont oxydés. Donc j'ai déjà donné dans ce panneau-là et je ne veux surtout pas remettre les pieds dedans, et surtout que des jeunes qui démarrent mettent les pieds dedans. Parce qu'un jeune qui fait un premier millésime oxydé, il est grillé dans toute la profession, il ne peut plus vendre de vin. Et le renouveau ne viendra que par le nombre de jeunes qu'on arrivera à installer, quelle que soit la région. Là vous avez, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais le Roussillon,
Gaillac, c'est des régions qui sont vraiment fabuleuses, quoi. Gaillac, en 5 ans, ça a basculé complètement du côté bio. Et surtout du coup. 2 mots quand même sur le rosé. Vous savez, chez nous, on est les seuls au monde à faire des rosés moelleux. Bon, il y a 20 ans, la tradition avait complètement disparu, puisque c'était systématiquement chaptalisé, enfin je veux dire surchaptalisé, puisque il y a une norme, on a droit à chaptaliser de 2 degrés et demi, mais les types chaptalisent de 4, 5 jusqu'à 10, il n'y a pas de limite. Bon, ça c'était le passé. Maintenant, en rosé, on n'est pas 40 encore comme en sec, en blanc sec, mais on est quand même, on va dire, une petite dizaine à faire des choses correctes. C'est plus difficile en rosé parce que c'est des vins qui sont traditionnellement moins chers dans l'esprit des consommateurs. Et pour faire des vins comme ça, il faut faire des rendements encore plus faibles qu'avec le blanc sec. Donc ça n'incite pas les vignerons, évidemment, à faire des rosés moelleux. Mais ça fait rien, ça fait parler de la région, c'est marrant. Bon, alors maintenant passons aux choses sérieuses. On parlait avec ce jeune homme fringant tout à l'heure d'une chose qui est essentielle, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Pas ce soir, mais dans les années à venir, dans les décennies à venir. C'est-à-dire pour nos enfants. Parce que jamais une réforme ne viendra des gouvernements, de quelque bord qu'ils soient. Donc, le meilleur moyen de faire changer les choses, c'est vous, pas avec votre carte bleue, d'acheter de la nourriture bio, surtout pour vos enfants, pour vous éventuellement aussi, mais surtout pour les enfants. C'est gravissime d'alimenter des enfants avec des produits chimiques. Donc, qu'est-ce que vous diriez qui est-ce qui connaît d'abord ici Alain Leprest? Merveilleux. C'est vraiment la France profonde. Enfin, chez nous, c'est pire. C'est pire parce qu'on a. Ah oui, quand même. Oui, hélas. Donc on l'appelait le Rimbaud du XXe siècle. Enfin, vous allez voir. C'est pas laquelle je vais vous chanter, mais bon, une chanson de jeunesse. Est-ce que vous voyez cette image merveilleuse de Gérard Philippe dans le Cid à Avignon, avec enfin cette espèce de prestance qu'il avait et qui irradiait autour de lui. Et là, Alain Leprest, dans toute son œuvre, il a fait 300 chansons à peu près. Il aimait beaucoup rendre hommage à des gens qu'il aimait bien. Alors, évidemment, Brel, Brassens, Ferré, Piaf, tout ça, mais aussi des gens un petit peu moins connus, donc, enfin, un petit peu moins connus, un petit peu moins adulés, on va dire. Alors, Sardan, Collet, tas de gens comme ça, et Gérard Philippe. Et donc cette chanson, il l'a écrite, il devait avoir 25 ans, et vous allez voir, ce qui est intéressant chez Leprest, c'est les sortes de, un peu comme chez Rimbaud, les fulgurances qu'il avait, c'est-à-dire cette espèce de précision des mots et le souci des rimes les plus riches possibles. Alors, il faut que je boive un peu parce que là je vais commencer. Ça vaut mieux. Bon, c'est vraiment parce que c'est beau. Donc ça s'appelle Gérard Philippe. Bonjour monsieur Gérard Philippe, la bouche humaine qui nous laisse sans voix. Prince vêtu de nippe, harlequin face de détresse. Votre mort a presque 20 ans, c'est une jouvencelle. Elle en a encore des printemps à vivre, une vie devant elle. Est-ce ainsi que vivre nous quitte? Est-ce de froid, est-ce de fièvre? Est-ce d'y penser que palpite la trame exsangue de vos lèvres? 16 ans déjà ont pris du champ sur le jour qui vint interrompre, sanglant, sans gêne, votre chant, le filet de votre voix rompre. Mort au brasier, paix à vos cendres, vous étiez de cette époque où l'escalier n'est fait qu'à descendre, et le chanvre a lié nos coups.
Est-ce ainsi que vivre nous quitte? Est-ce de froid, est-ce de fièvre? Est-ce d'y penser que palpite la trame exsangue de vos lèvres? Longtemps la louve famélique, haletante comme une forge, sournoise de ses bonds obliques, acheminée vers votre gorge. Et la bête vous a étreint de ses dents jaunes, prince frêle, qui inocule son chagrin dans vos yeux pâles d'aquarelle. Est-ce ainsi que vivre nous quitte? Est-ce de froid? Est-ce de fièvre? Est-ce d'y penser que palpite la trame exsangue de vos lèvres? Oh, si peu de temps a suffi, pauvre corps de douleur sans nombre, au venin chaud qui de vous fit votre propre reflet, votre ombre. Si peu de temps il a fallu à son poison pour qu'à votre âge, votre figure ne soit plus que l'écho de votre visage. Est-ce ainsi que vivre nous quitte? Est-ce de froid? Est-ce de fièvre? Est-ce d'y penser que palpite la trame exsangue de vos lèvres? De vos lèvres.